Dans ce chapitre, on va s'intéresser à deux forces importantes qui existent dans l'univers, la force gravitationnelle et la force électrostatique. Et aussi comment interpréter ces forces avec la notion de champ. On va commencer par faire des rappels sur la loi de gravitation universelle que vous avez étudiée en seconde, pour la transcrire sous forme vectorielle. Dans la vie courante, on expérimente fréquemment la chute des corps, en lançant par exemple une pierre au voisinage de la Terre. Isaac Newton, physicien britannique du XVIIe siècle, eut l'idée géniale de faire jouer un rôle exactement identique à la pierre et à la Terre, d'où le terme de gravitation universelle qui viendra plus tard. Si la Terre attire la pierre en fait tout autant envers la Terre, et la disproportion des mouvements que nous observons ne tient qu'à la très faible masse de la pierre comparée à celle de la Terre. Ainsi, deux objets qui possèdent une masse vont s'attirer mutuellement, quelle que soit la nature de ces deux objets. Quels sont les paramètres qui influent sur cette force d'attraction mutuelle? Ici, les deux objets qui sont en interaction sont un satellite et une planète. Et on a représenté les vecteurs force, le vecteur force exercé par la planète sur le satellite et le vecteur force exercé par le satellite sur la planète. L'interaction gravitationnelle est attractive, donc les deux vecteurs force, F de P sur S et F de S sur P, vont être orientés l'un vers l'autre. Ces deux forces ont la même direction, des sens opposés et exactement la même norme. Modifions un seul paramètre à la fois pour voir son influence sur la force exercée par la planète sur le satellite, qui est aussi égale à la force exercée par le satellite sur la planète. Alors commençons par la masse de la planète. Si on prend une planète qui a une masse plus importante, on voit que la force gravitationnelle exercée par la planète sur le satellite augmente. C'est normal puisque la masse de la planète intervient au numérateur. Il en va de même d'ailleurs de la masse du satellite. Si on prend un satellite qui a une masse plus faible, on voit que la force diminue, puisque la masse intervient au numérateur. Dernier paramètre qui intervient, c'est la distance qui sépare les centres de masse des deux objets. Plus la distance augmente, plus la force exercée par la planète sur le satellite diminue. Alors ce qu'il faut bien mémoriser, c'est que la distance intervient au carré dans la relation, et elle intervient au dénominateur pour traduire cette diminution de la force en fonction de la distance. Imaginons que A soit une planète et que B soit un satellite. Je vais représenter la force gravitationnelle exercée par la planète sur le satellite. Pour cela, je vais commencer par tracer la ligne qui relie les centres de masse de A et de B. Je vais représenter maintenant sans souci d'échelle la force exercée par la planète sur le satellite, c'est-à-dire par A sur B. C'est une force qui a pour origine le centre du satellite. C'est une force qui est attractive, donc orientée vers le centre de la planète, c'est-à-dire vers le centre de A. Donc ici j'ai représenté force exercée par A sur B. On veut cette année une expression vectorielle de la loi de gravitation universelle. On reconnaît dans cette expression la valeur de la force de gravitation universelle que l'on a vue l'année dernière. Un vecteur ne peut être égal qu'à un autre vecteur, donc s'il y a une flèche à gauche, il faut qu'il y ait une flèche à droite. Donc on va rajouter dans l'expression un vecteur un petit peu particulier qu'on appelle en physique un vecteur unitaire, c'est-à-dire un vecteur dont la norme est égale à 1 et qui ne va pas modifier la norme du vecteur force. Ce vecteur unitaire est orienté comme le vecteur AB, c'est-à-dire du point A vers le point B, mais il a pour norme donc 1, puisque c'est un vecteur unitaire. Donc voici ce vecteur unitaire représenté sur le schéma. En regardant le schéma, on se rend compte que le vecteur unitaire UAB et le vecteur force F de A sur B n'ont pas le même sens. Pour le traduire, on rajoute un signe moins dans la loi de gravitation universelle. Alors faire très attention aux unités dans les applications numériques. Les masses sont exprimées en kilogrammes, la distance en mètres. Bien fréquemment, les distances vont être données en kilomètres, donc il ne faudra pas oublier de les convertir en mètres en rajoutant donc fois 10 puissance 3. F de A sur B, c'est la force exercée par A sur B, elle s'exprime en newton. G, c'est la constante de gravitation universelle qui sera rappelée dans les exercices. Et le vecteur unitaire, UAB, donc un vecteur de norme 1. La force exercée par le corps B sur le corps A pour expression F de B sur A, et c'est exactement donc l'opposé de la force exercée par A sur B. Dans cet exercice, on va calculer la valeur de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune, et on va la représenter sur le schéma. On va adapter la loi de gravitation universelle à la situation. Donc on veut calculer ici la force exercée par la Terre sur la Lune. Donc c'est égal à la constante de gravitation universelle, que multiplie au numérateur le produit des masses des deux objets qui sont en interaction,
divisé par la distance qui les sépare, par la distance qui sépare les centres de masse, élevée au carré. Mettez la vidéo sur pause, sortez une calculatrice et faites l'application numérique. Alors j'espère que vous avez bien fait attention aux unités, et dans cette relation, les masses s'expriment en kilogrammes, et la distance, attention, s'exprime en mètres. Les masses en kilogrammes et les distances en mètres. Donc bien faire attention aux unités. Le résultat de la force s'exprimera en newton. Donc 6,67 10 puissance moins 11 que multiplie au numérateur la masse de la Terre exprimée en kilogrammes, 5,97 que multiplie 10 puissance 24 fois la masse de la Lune, 7,35 que multiplie 10 puissance 24, divisé par la distance qui sépare les centres de masse, le tout au carré. Alors ici, bien faire attention, la distance nous est donnée en kilomètres, donc il va falloir multiplier par 10 puissance 3 pour convertir en mètres. 10 puissance 5 fois 10 puissance 3, ça va faire du 10 puissance 8. Donc on va diviser par 3,83 que multiplie 10 puissance 8, le tout au carré. Donc les erreurs fréquentes dans les applications numériques, c'est d'oublier de convertir les kilomètres en mètres, et souvent le carré est oublié dans l'application numérique. Le résultat de l'application numérique donne 2,0 que multiplie 10 puissance 20 newton. On va utiliser l'échelle de représentation fournie pour les forces, à savoir que 1 cm correspond à 1,0 10 puissance 20 newton. Donc ainsi, 1,0 fois 10 puissance 20 newton correspond à 1 cm. Donc le double correspondra à 2 cm. Je vais représenter tout d'abord la ligne qui relie les centres de masse des deux objets. Et maintenant la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune. Donc je trace un vecteur force ici qui a pour longueur 2 cm, pour tenir compte de l'échelle de représentation, qui a pour origine le centre de la Lune et qui est orienté vers le centre de la Terre. Donc ici, c'est la force exercée par la Terre sur la Lune. On va s'intéresser maintenant aux forces électrostatiques, c'est-à-dire aux forces qui s'exercent entre des corps qui sont chargés. Si on frotte un matériau avec un chiffon, l'un des matériaux va pouvoir arracher des charges négatives. Donc l'un des matériaux va se retrouver chargé négativement et l'autre positivement. Suite à une électrisation par frottement, la baguette tenue par l'expérimentateur se retrouve chargée négativement, ce qui est symbolisé par les petits signes moins autour de la baguette. Si on approche la baguette d'un pendule électrostatique, un pendule électrostatique c'est une petite sphère de métal très légère accrochée par un fil, qu'est-ce que l'on observe? On observe que la sphère est attirée par la baguette. Comment l'interpréter? Des charges électriques de même signe se repoussent, des charges électriques de signe opposé s'attirent. Donc la baguette qui est chargée négativement va repousser les électrons de la sphère du pendule et va attirer les charges positives. Donc comme la distance qui sépare les charges positives des charges négatives est plus faible, il va y avoir attraction. Si la baguette entre en contact avec la sphère, c'est la dernière image, les électrons de la baguette vont partir dans la sphère du pendule, les deux corps vont se retrouver chargés négativement, et comme des charges électriques de même signe se repoussent, cette fois-ci il va y avoir répulsion. D'où les trois façons d'électriser un corps. On peut électriser un corps par frottement, électriser un corps par influence en approchant un objet chargé, et électriser un corps par contact. Les corps chargés sont en interaction sous l'effet de leur charge électrique. C'est l'interaction électrostatique. L'interaction électrostatique peut être attractive ou répulsive, alors que l'interaction gravitationnelle, elle, était toujours attractive. Deux charges électriques de même signe se repoussent, alors que deux charges électriques de signe opposé s'attirent. Ainsi, un corps A de charge QA exerce sur un corps B de charge QB, situé à la distance petit d du corps A, une force F de A sur B appelée force électrostatique.
Cette force est exprimée par la loi de Coulomb. Le vecteur force F de A sur B, c'est égal à K, une constante, que multiplie QA fois QB, divisé par D au carré, que multiplie un vecteur unitaire UAB. Alors la loi de Coulomb, vous l'avez tout de suite remarqué, ressemble beaucoup à la loi de gravitation universelle. Les masses MA et MB qui figuraient dans la loi de gravitation universelle sont remplacées ici par les charges QA et QB. La grande différence, c'est que les charges électriques peuvent être positives ou négatives, alors que bien sûr les masses, elles, sont toujours positives. On retrouve aussi le terme en D carré au dénominateur, et la constante de gravitation universelle est ici remplacée par une constante K, qui s'appelle la constante de Coulomb. Donc attention aux unités, QA et QB s'expriment en coulomb, la distance D en mètres, la force en newton, et K donc est une constante qui sera rappelée dans les exercices. Et on retrouve ce vecteur unitaire UAB qui est défini de la même façon que tout à l'heure. Sur les schémas de gauche, on a ici deux charges QA et QB qui sont soit de même signe pour le premier schéma, soit de signe opposé pour le second. Et on va représenter les forces exercées par A sur B et exercées par B sur A. Je vais commencer par représenter la ligne qui relie les centres des deux charges sur le premier schéma et sur le second. Dans le schéma du haut, les charges QA et QB sont de même signe. Il y a donc répulsion. Les forces que je vais tracer vont avoir tendance à écarter les charges QA et QB. Donc on peut les représenter ainsi. Ici, j'ai une force qui s'exerce sur B, c'est donc la force exercée par A sur B. Et de l'autre côté, j'ai donc la force exercée par B sur A. Si maintenant les charges QA et QB sont de signes opposés, il va y avoir attraction. Et les deux forces que je vais représenter vont avoir tendance à rapprocher les charges. Donc on peut les représenter ainsi. Ici, j'ai donc la force exercée par A sur B, et là, la force exercée par B sur A. Donc dans les deux situations, on a F de B sur A qui est égal à moins F de A sur B. Premier exercice, un électron E1 exerce une force électrostatique sur un autre électron E2. L'interaction est-elle attractive ou répulsive? Alors ici, les deux corps ont des charges de même signe. Un électron s'est chargé négativement, donc les deux charges ici sont négatives. Et quand les charges sont de même signe, il y a répulsion. Ces deux particules sont séparées de D égale 0,10 nanomètres et la charge de l'électron vaut Q égale moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Exprimez puis calculez la norme F de E1 sur E2 de la force électrostatique. Ainsi, la force exercée par E1 sur E2 va être égale à K, que multiplie, alors au numérateur c'est le produit des deux charges, ici les deux charges sont identiques, donc je vais avoir Q au carré, divisé par la distance qui sépare les centres des deux charges, donc D au carré. On remplace, K c'est la constante de Coulomb, 9,010 puissance 9, que multiplie 1,6 10 puissance moins 19, le tout au carré, divisé par la distance au carré. Alors attention, la distance ici est en nanomètres, donc il faut que je la convertisse, 0,10 10 puissance moins 9, le tout au carré, égale, je vous laisse faire l'application numérique, mettez la vidéo sur pause, on trouve 2,3 10 puissance moins 8 newton. Reprenons les différents points de comparaison entre les interactions gravitationnelles et électrostatiques. Du point de vue des analogies, on va avoir une variation dans les deux lois en 1 sur d carré, où d est la distance. On a ainsi une portée qui est illimitée, mais qui va décroître rapidement avec la distance. Et les deux forces ont la même direction. Du point de vue des différences, l'interaction gravitationnelle, elle est proportionnelle aux masses des deux corps, alors que pour l'interaction électrostatique, ce sont les charges qui interviennent. Il va y avoir une prépondérance
de l'interaction gravitationnelle à l'échelle astronomique. Pourquoi? Parce que les objets, les astres, sont électriquement neutres, donc l'interaction électrostatique ne va pas intervenir. La force gravitationnelle est toujours attractive, alors que l'interaction électrostatique peut être attractive ou répulsive selon les signes des charges. Champ gravitationnel et électrostatique. Au voisinage d'un corps massif comme la Terre, un objet chute. Au voisinage d'un câble haute tension, un objet est électrisé. La Terre et le câble modifient leur environnement. Ils créent un champ dans l'espace qui les entoure. La connaissance de ces champs va permettre d'exprimer plus simplement les forces gravitationnelles et électrostatiques. Un champ vectoriel est caractérisé par une direction, un sens et une valeur. On le représente par un vecteur. Commençons par le champ de gravitation. Lorsqu'une masse petit m subit une force de gravitation, cela signifie, premièrement, qu'elle est à proximité d'autres objets ayant des masses, ça peut être une planète tout simplement, et cette planète va être à l'origine du champ gravitationnel, et deuxièmement, que l'on peut définir au point où se trouve cette masse petit m, un champ vectoriel appelé champ de gravitation, dont la norme s'exprime, on le verra, en newton par kilogramme. La relation entre le champ de gravitation et la force gravitationnelle subie par l'objet de masse petit m est F est égal à m fois le champ de gravitation. F et G ont même sens et même direction puisque la masse petit m est positive. Du point de vue des unités, la force s'exprime en newton, la masse en kilogrammes, et donc G en newton par kilogramme. Et on va avoir un raisonnement tout à fait analogue pour le champ électrostatique. Lorsqu'une charge Q subit une force électrostatique, cela signifie qu'elle est à proximité d'autres objets ayant des charges, et que ces objets vont être à l'origine d'un champ électrique. La relation entre le champ électrique et la force électrostatique subie par l'objet de charge Q et F est égale à Q fois E. F et E ont même direction, F et E ont un même sens si la charge est positive et des sens opposés si la charge est négative. Du point de vue des unités, la force en newton, la charge en coulomb, et on en déduit que le champ électrique s'exprimera en newton par coulomb. Un peu de vocabulaire pour commencer. Cartographier un champ consiste à déterminer ses caractéristiques en plusieurs points de l'espace, puis à le représenter. Les lignes de champ sont les courbes tangentes au vecteur champ en chacun de leurs points. Elles sont orientées dans le même sens que les vecteurs champ. Un champ est uniforme si le vecteur champ est le même en tout point de l'espace. Même direction, même sens et même norme. Commençons par voir l'expression du champ de gravitation. Si un corps grand A de masse ma est la source du champ de gravitation, A ça peut être une planète par exemple, à ce moment-là, un corps grand B de masse mb situé à une distance petit b de la planète grand A subit une force de gravitation exercée par la planète grand A que l'on peut exprimer de deux façons différentes, soit en faisant appel à la notion de champ, le champ créé par la planète grand A, soit en utilisant la loi de gravitation universelle. Ainsi, la force gravitationnelle que subit l'objet B peut s'exprimer à partir de la notion de champ, mb fois le champ gravitationnel créé par la planète A, ou alors en utilisant la loi de gravitation universelle, moins g, ma fois mb, divisé par la distance au carré que multiplie le vecteur unitaire UAB. Pour avoir l'expression du champ gravitationnel, il suffit d'identifier maintenant ces deux expressions. On voit apparaître ici la masse mb, que l'on retrouve ici dans la deuxième égalité. Donc, l'expression du champ de gravitation, ça va être tout ce qui n'est pas mb dans la deuxième expression. On en déduit ainsi que le champ gravitationnel va être égal à moins g ma sur d carré que multiplie le vecteur unitaire UAB. Ma étant la masse du corps qui est à l'origine du champ gravitationnel. Le raisonnement est analogue pour le champ électrostatique. Si un corps grand A de charge QA est la source du champ électrostatique, alors un corps B de charge QB situé à une distance petit d de A subit une force électrostatique exercée par le corps A que l'on peut exprimer de deux façons, soit en faisant appel à la notion de champ, soit en utilisant la loi de Coulomb. Ainsi on va voir F qui va être égal à QB que multiplie le champ électrostatique, et en utilisant la loi de Coulomb, K que multiplie QA fois QB, divisé par D au carré, que multiplie le vecteur unitaire UAB. Pour avoir l'expression de E, on va identifier les deux expressions
On voit apparaître ici la charge QB, on la retrouve ici dans notre expression. Donc le champ électrique, le champ électrostatique, ça va être tout ce qui n'est pas QB dans la deuxième expression. Ainsi, grand E va être égal à K que multiplie QA divisé par la distance au carré que multiplie le vecteur unitaire UAB. On va pouvoir ainsi représenter quelques lignes de champ créées par l'objet A. Ces lignes de champ sont radiales, comme les rayons d'une roue de vélo, et elles vont être orientées vers A. Ainsi, en un point B, le champ gravitationnel qui va être créé par la planète A va être orienté comme les lignes de champ, de façon radiale et orienté vers le point A. Les lignes de champ sont radiales et orientées vers le point A. Regardons les lignes de champ électriques maintenant. Premier cas, la charge QA est négative. La charge QA est à l'origine du champ électrique. Le terme K fois QA sur d carré va donc être négatif. Comme il l'était tout à l'heure, dans la loi de gravitation universelle, on avait un terme négatif devant le vecteur unitaire UAB. Ainsi, les lignes de champ vont avoir exactement le même aspect. Elles vont être radiales et orientées vers le point A. Donc voici ces lignes de champ. Et si je regarde maintenant le champ électrique en un point B de l'espace, ce champ électrique va avoir la même direction et le même sens que les lignes de champ. Donc une direction radiale et un sens vers le point A. Les lignes de champ sont radiales et orientées vers A. Regardons maintenant la situation où la charge QA, qui est à l'origine du champ, est positive. Le terme qui est devant le vecteur unitaire UAB, dans l'expression de grand E, K fois QA sur d carré, va être positif cette fois-ci. Donc les vecteurs grand E et UAB vont avoir même sens et même direction. Les lignes de champ vont toujours être radiales, mais elles vont être orientées dans le sens opposé. Ainsi, en un point B de l'espace, le champ électrique créé par la charge placée en A va être orienté ainsi, il va être radial, mais orienté depuis A. Les lignes de champ sont radiales et orientées depuis A. Donnez la valeur du champ de gravitation créé par la Terre à sa surface. L'expression que l'on avait obtenue tout à l'heure était celle-ci. Ainsi, la norme va être égale à G MA sur d carré. Une norme, c'est toujours positif. Et vous rappelez que le vecteur unitaire a pour norme 1. Ici, c'est la Terre qui est à l'origine du champ gravitationnel. Donc l'expression va devenir grand G, que multiplie la masse de la Terre. Et je veux le champ de gravitation à la surface de la Terre. Donc la distance qui sépare le centre de la Terre de sa surface, c'est le rayon de la Terre. Mettez la vidéo sur pause pour faire l'application numérique. Alors, qu'avez-vous trouvé? Il faut ici remplacer grand G donc par sa valeur, 6,67 10 puissance moins 11. La masse de la Terre, on remplace par sa valeur, 5,97 10 puissance 24. Et on va diviser par la distance au carré. Alors j'espère que vous avez fait attention aux unités. Hein, rappelez-vous, la masse en kg et le rayon de la Terre, attention, doit s'exprimer en mètres.
Ici, le rayon de la Terre nous est donné en kilomètres. Donc on va obtenir 6,38 que multiplie 10 puissance 6. 1 km, c'est 1000 mètres. Donc 10 puissance 3 fois 10 puissance 3, on obtient 10 puissance 6. Ne pas oublier d'élever au carré. On fait l'application numérique et on trouve 9,78 newtons par kilogramme. C'est la valeur attendue que l'on avait utilisée en classe de seconde. Dans cette animation, les vecteurs rouges représentent les vecteurs champ de gravitation en différents points de l'espace. On voit que ces vecteurs sont radiaux et orientés vers le centre de la Terre. À une altitude de 2300 km, l'intensité du champ de gravitation est égale à 5,2 mètres par seconde au carré ou newton par kilogramme. Ce sont deux unités équivalentes. Et plus on va s'éloigner du centre de la Terre, plus ce champ de gravitation va diminuer. Donc à une altitude de 9000 km, l'intensité du champ de gravitation ne sera plus que de 1,6 mètres par seconde au carré. Le champ de gravitation est radial, mais si l'on considère une petite zone au voisinage de la Terre, les vecteurs champ de gravitation vont avoir quasiment tous la même direction. Et pour une zone de quelques kilomètres au voisinage du bateau, tous ces vecteurs vont avoir la même direction, la même norme, 9,81 mètres par seconde au carré ici, et le même sens, orienté vers le centre de la Terre. On dit que le champ de gravitation est uniforme.